le thème d'aujourd'hui, qui est effectivement, pour le coup, je vais vous parler de nébuleuse concernant la dyslexie. Tiens, tu peux m'aider à rapprocher la table, j'ai envie d'être un peu plus près des gens. Voilà. Malgré la très bonne installation de Cathy, il ne faut pas que j'ai l'air comme ça d'être trop loin. Voilà. Alors, on est à la fois dans des problématiques extrêmement compliquées et en même temps, vous ne pouvez pas imaginer, c'est une véritable déferlante à laquelle on a affaire concernant dyslexie, dyspraxie, etc., etc. On va redéfinir un peu de quoi il s'agit fondamentalement. Et voilà. Alors, d'abord, ne pas confondre. C'est bon, tu vois? Ne pas confondre TSLA. Alors, c'est vrai que la France est le pays des sigles. Hein. C'est le pays au monde qui a le plus de sigles. Ne pas confondre TSLA, trouble spécifique du langage des apprentissages, et TSA, trouble du spectre autistique, et TDE, trouble envahissant du développement. Ne pas confondre. Voilà. Autrement dit, chacun a son diagnostic, mais vous voyez déjà que le libellé est un peu global, trouble spécifique du langage et des apprentissages, dont la dyslexie, effectivement, fait partie. Alors, les chiffres sont énormes, gigantesques. Regardez, 7 à 10%, on est dans des pourcentages extrêmement importants. La dysphasie est considérée à 2%, mais il y en a forcément beaucoup plus qu'on imagine. La dyspraxie à 3% et dyslexie 5%, sans compter les autres 10 dont on reparlera. Alors, dysphasie, trouble de langage, dyspraxie, trouble des actions courantes et dyslexie, trouble de la lecture, sans compter les autres 10, notamment trouble de l'attention, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans H, avec ou sans hyperactivité. D'accord? Alors, eux ne perturbent pas dans les classes les troubles déficitaires de l'attention. Si tu veux, ils ne font pas attention, mais ils sont calmes. Tandis que les TDA plus H, les hyperactifs, ils emmerdent tout le monde. Et donc, on les repère beaucoup plus, mais il y en a énormément de troubles déficitaires de l'attention. On estime, les pourcentages grimpent tellement, c'est horrible. Alors, je vous ai fait une faute d'orthographe exprès avec distraction, évidemment. Et puis, surtout, celui que j'ai mis en bas de page, qui est absolument essentiel, c'est exécutif. C'est-à-dire, alors je suis désolée, on est dans le brouillard, on n'est que quelques-uns. Et c'est dyslexie, dyspraxie, avec des gamins qui sont faux dyslexiques, et qui nous prennent toute une soirée. Et c'est, encore une fois, extrêmement compliqué. Qu'est-ce que sont les troubles dysexécutifs? Ce sont des troubles qui consistent à ne pas pouvoir inhiber les automatismes et à ne pas avoir de plan A ni de plan B dans les actions, à ne pas pouvoir non plus résoudre un nouveau problème, c'est-à-dire rester dans les mêmes habitudes, donc gros déficit d'adaptation, manque très important d'anticipation et pas de planification des étapes, aucune. Tiens, ça nous fait penser aussi à des adultes. Bizarrement. Je signale que les fonctions exécutives, en général, sont matures entre 4 et 12 ans. Et les troubles, la dysexécution, les dysexécutifs, sont des enfants de plus en plus nombreux. En gros, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la synergie, et il y aurait un chef d'orchestre des zones frontales et préfrontales, et on peut parler à ce moment-là de fonctions transversales, comme également, je parle avec un certain nombre d'étudiants, de prendre en compte les compétences transversales. Vous y êtes? Donc voilà, il y a du brouillard, on met les feux, il y a du brouillard, on ne vient pas, on fait quoi en plan B,
on n'annule pas, on vient quand même, mais pas trop lentement parce que sinon on se fait rentrer dedans, etc. etc. Donc voilà. Ça consiste à ne pas inhiber les automatismes et à avoir des troubles énormes de l'attention. Ah oui, alors ça j'ai fait un petit jeu de mots. DS qui mène au décès, avec un petit jeu de mots. Ce sont en général des déficits stables qui mènent au déficit chiant. Il y a des formes. Bon, bah, c'était pour me distraire un petit peu parce que c'est pas évident. Alors, le diagnostic médical est absolument indispensable. C'est-à-dire que vous avez là actuellement tout le monde qui diagnostique ceci, cela, je suis ceci, je suis cela, il est ceci, il est cela. On va voir une psychomotricienne, une orthophoniste, avec tout le bien que je pense de ces professionnels. Non, là pour le coup, ça n'est pas un argument pyramidal pour dire que le médecin est le chef de tout, c'est qu'il va y avoir un diagnostic médical et centralisé. Parce qu'effectivement, les bilans doivent être génétiques, neurocognitifs et pluridisciplinaires. Et effectivement, ce médecin en question doit être, si toutefois il est bien formé, neuropédiatre ou neurologue. En aucun cas, un médecin généraliste peut procéder à ce type de bilan. On va être très clair. Et là, on voit tout de suite le déficit de formation. C'est-à-dire que j'ai des familles qui étaient intéressées pour venir, il y en a plein qui sont en détresse, et où elles me disent les errances qu'elles ont eues de diagnostic et le manque aussi de formation, soit des neuropédiatres, manque de neuropédiatres qui sont sur d'autres pôles que s'intéressant à la dyslexie, voire même de neurologues qui ne savent pas forcément gérer ce problème, alors qu'effectivement, là, on va avoir une recherche génétique, une recherche neurocognitive. Recherche génétique parce que, recherche génétique dans la mesure où vous avez notamment des troubles du cervelet et du cerveau, et le bilan génétique peut nous révéler des formes avec des antécédents familiaux dans près de 70% des cas. Voilà, oui, ce qui est absolument considérable. En sachant que malgré tout, il y a des variations génétiques et des variations, bien sûr, cérébrales. Ceci dit, on est encore dans le domaine de la recherche, puisque ce sont plutôt les laboratoires de neurocognitifs et de développement neurocognitif, je vous regarde parce qu'on est tous fatigués, de neurocognitifs, qui font ce type de bilan un peu pointu, notamment une neuropédiatre extraordinaire, la femme de Dehaene, qui est professeure au Collège de France, le grand pape des neurosciences et de la neurocognition, et ils sont bien mariés, ils vont très bien ensemble, puisqu'elle-même dirige à sa clé une unité d'imagerie sur la neurocognition. Mais on voit bien que c'est pointu, que c'est restreint, que c'est loin d'être généralisé. Autrement dit, là, à Rilly, à Mailly, s'il y a un gamin dont les parents pensent qu'il est 10 ou une instite, t'es dans la noyade absolue. Avec la vie, alors tu passes par le médecin scolaire, psychologue scolaire, mais tu n'as pas forcément les moyens de faire des bilans à la fois complets, pour le coup, et pluridisciplinaires. Alors, les causes et hors de cause. Ça va être compliqué, parce que c'est tellement une nébuleuse, la dyslexie, mais normalement, les vrais dyslexiques, authentiques, ils ont effectivement, j'en reparlerai, un déficit sur le plan cérébral. Il y a une atteinte quand même neurocognitive qu'on sait maintenant visualiser. Hors de cause sont les manques de scolarisation. Ils sont scolarisés, ils ont un taux de sociabilité, etc., normaux. Mais on va voir qu'après, ça se dégrade beaucoup. Mais évidemment, avec la dyslexie, on est dans la complexité, parce qu'on est dans la complexité du langage oral et du langage écrit. C'est extrêmement complexe, la langue. Le rapport à la langue, c'est d'une complexité dingue. Donc, dès que tu as un déficit au niveau du langage, forcément, tu touches à cette complexité. Et puis, c'est une nébuleuse, un peu comme nos nappes de brouillard. Si vous voulez, quand vous touchez à la dyslexie, vous touchez à plein d'autres troubles associés de fait
de cause ou de conséquence, mais on y reviendra tout à l'heure. Les manifestations, alors les manifestations sont essentiellement un défaut d'association, inversion et conceptualisation. Alors, il y a un défaut d'association très tôt de lettres et de sons, même brefs. P, T, etc. Et on va voir, ça commence dès le CP. Enfin, ça commence, donc ça commence bien avant, ça peut se détecter dès le CP. Donc un problème d'association lettres et sons, même sons brefs. Ça, c'est impressionnant. Hein. Encore les sons consonantiques, mais P, T, B, déjà, ça débloque. Inversion lettres, syllabes, mots, c'est-à-dire j'accède à l'écriture. Non seulement je confonds, le B devient D, hein, il y a une inversion gauche-droite, mais haut et bas. D'accord? En haut, en bas. D'accord? Mais c'est surtout gauche-droite, droite-gauche. Donc le B devient D, les syllabes sont inversées à l'intérieur d'un mot, garage devient ragage, vous y êtes, et les mots sont inversés à l'intérieur des phrases. Tout le monde y est? Schlack. Le P devient Q, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a inversion lettres, syllabes, mots. Et un problème de conceptualisation. Parce que ce qu'il faut tout vous dire et vous avouer tout de suite, c'est que l'aire visuelle temporale gauche est atteinte. C'est-à-dire que, je vous ai amené, mais il y a plein de schémas, il y a plein de trucs, plein de choses qu'il faudrait voir. Je vous ai amené, si vous arrivez à le voir, vous avez, je vais en reparler juste après, difficulté à identifier les lettres, les syllabes et les mots, dans la mesure où à gauche, vous le voyez là, en rouge, à gauche. Alors, c'est un peu plus complexe à vous dire que l'hémisphère droit est créatif et l'hémisphère gauche est logique, mais c'est effectivement à gauche que va se passer quand même en grande partie l'identification du langage. Et vous voyez bien que là, l'hémisphère gauche est très activé dans la reconnaissance des lettres et des mots, alors que vous avez remarqué que pour un enfant dyslexique, ça n'est pas activé. D'accord. C'est les neurones, qu'est-ce que c'est qui manque? J'arrive. Ah, d'accord. L'aire visuelle de reconnaissance des mots s'active pour n'importe quel lecteur à gauche. Pour l'enfant ou l'adulte dyslexique, ça ne s'active pas. Autrement dit, il ne voit pas. Évidemment, il n'y a pas de trouble visuel, évidemment. Il ne voit pas, il ne peut pas conceptualiser ce qu'il voit. C'est assez dramatique. C'est assez dramatique, hein. C'est beaucoup plus, j'imagine, c'est beaucoup plus chiant qu'on imagine. Alors, du coup, tout se passe à droite pour le dyslexique. Tout se passe à droite. Vous voyez? Aire visuelle, lobe temporal gauche est atteint, il y a une atteinte, on appelle quand même ça un déficit et une atteinte, quand on arrive à la voir, et quand les examens sont faits. Et du coup, le ou la dyslexique va davantage mobiliser l'hémisphère droit. Mais avec forcément, alors c'est très compliqué de vous expliquer, je vais y revenir tout à l'heure, c'est pas tout à fait dans les mêmes endroits cérébraux que l'on va identifier tel nom commun, tel nom propre, les verbes, etc. Il y a même des sous-cases, aussi bien à droite qu'à gauche. Et là, les faisceaux de transfert ne se font pas. Les faisceaux de transfert, notamment dans une aire majeure, qui est l'aire de Broca. Alors, l'aire de Broca, je vous l'ai amené. Vous avez en fait tous les sens qui sont sollicités, concernant bien sûr la lecture, etc. On va y revenir. Mais principalement, vous avez en jeu, vous le voyez bien, deux aires essentielles. Aire de Broca. Broca, c'est l'aire qui aide à exprimer les mots, à les exprimer, donc à les entendre et à les exprimer. Et l'aire de Wernicke, c'est une aire qui permet de
de voir les mots, de les identifier, de les reconnaître. Donc, autrement dit, l'aire de Wernicke est perceptive, l'aire de Broca, elle est motrice. Tout le monde a pigé? Voyez bien leur proximité. Vous avez l'aire de Wernicke ici. Vous avez à proximité, bien sûr, l'aire auditive primaire. Et puis le cortex visuel qui joue un rôle formidable et qui va projeter en avant à l'aire de Broca. Et là, quand on est dyslexique, on ne projette rien dans l'aire de Broca. Les faisceaux de transfert de l'aire visuelle à Broca sont extrêmement faibles, peu alimentés et faibles. Vous voyez, l'aire de transfert, donc ici l'aire visuelle et ici l'aire de Broca. Là où je dois m'exprimer. Mais on aura des bonnes nouvelles tout à l'heure, puisque éventuellement, les dyslexiques font davantage appel à l'aire auditive pour rattraper un peu l'affaire. On y reviendra. Ça va, vous? Si? Sans blague. Parce que c'est extrêmement compliqué. Hein. Moi, j'ai une tête comme ça. Hein. Je veux dire, c'est énorme. Alors, là, il faut encore que vous sachiez une chose très importante. Je pense être la seule à dire. Je suis pratiquement la seule. Les lectures premières et primordiales sont en fait des lectures de visage, de forme, d'objets et de mots. C'est-à-dire que lire un visage, vous m'entendez bien, lire un visage, décoder un visage, dévisager, envisager un visage, va absolument se situer dans la même ère. Il est où mon cerveau? Dans la même ère, voilà. Dans la même ère. La même ère. Dans la même ère. Dans la même ère. Oh la même ère. Bonjour la même ère. Dans la même ère cérébrale que les mots. C'est-à-dire qu'en gros, dévisager quelqu'un, c'est apprendre à lire. Ce que tu fais dans la vie, ben, tu vois bien, au niveau du développement, tu es d'abord dans une relation mutuelle de face à face, des visus, donc c'est ta première grille de lecture, qui va s'afficher directement dans l'aire du langage. Ton deuxième rapport va être un rapport aux formes, Gestalt, forme globale, et à l'intérieur des formes globales, des détails, bien sûr les objets, et ensuite les mots. Et tout cela vont être absolument associés et participer au langage. On voit immédiatement que vous pouvez avoir des troubles associés, des troubles dyslexiques, si vous n'avez pas ces lectures premières. Même en dehors de Covid, masque et compagnie, hein. Attention. Et est-ce que, je vous pose la question parce que moi j'ai un gamin qui est dyslexique. Est-ce que le daltonisme... Vous avez un gamin, un fils? Oui. Est-ce Quel que âge le il a? daltonisme, il peut y jouer aussi un rôle dans ça? Oui. Parce qu'il est daltonien, et toute sa vie, il a galéré avec ça. Oui, quel âge il a maintenant? Il a 27 ans. Oui, il a loupé ses études alors qu'il était... il a été évalué à 140 de QI. Bon, ça me met en colère parce que j'ai pas su l'orienter. Non, alors, non, ce qui va se passer... Il est dans la vie active, il travaille et tout, mais ça lui a mis des bâtons dans les roues toute sa vie. Oui. Et donc, le daltonisme participe à ça aussi. Alors, le daltonisme, en fait, la dyslexie, c'est un grand pot pourri. Pourquoi? Pourquoi je vous dis oui par rapport au daltonisme? Ça va être très simple, c'est qu'on va y revenir. Tout est engagé dans le langage oral et dans le langage écrit. Le corps entier, la motricité, l'ensemble des sens, l'ensemble de notre sensorialité, la proprioception dont je reparlerai tout à l'heure, tout ce qui est synesthésie, tout cela est absolument fondamental. Si les fondements, alors il peut y avoir une atteinte, mais encore une fois, elle est beaucoup plus rare que ce qu'on prétend être actuellement en termes de 10 et compagnie, mais il est indéniable que le visuel, si le visuel est troublé, si vous êtes astigmate, si vous voyez moins, si, etc., si, évidemment, ça va avoir un rôle majeur dans l'impact de la lecture. D'autant que, vous me faites précéder d'une des réponses que je vous ai données tout à l'heure, d'un des recours, un des jeunes collégiens de 16 ans qui est dyslexique,
a inventé un clavier qui a un grand succès avec des couleurs différentes, effectivement, pour identifier les lettres. Voilà, les couleurs, les dents à identifier. Donc le daltonisme peut intervenir, mais à quel degré comme facteur, ça c'est une autre paire de manches. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent. D'accord. Ça, c'est les lectures premières. C'est sûr. Si tu ne sais pas lire un visage, si tu n'arrives pas à le lire, tu es atteint de prosopagnosie, mais même, ou si tu fais trop vite, c'est les premiers pays, 50 muscles au service de la physionomie et donc de la reconnaissance, et 5000 micro-expressions qui peuvent être envoyées en 1 milliseconde. C'est de la lecture. Et ça se loge exactement au même endroit, je vous l'ai montré, au même endroit. C'est là. D'ailleurs, ils le mettent en haut. C'est issu de Kern, ça. Hein. C'est des gens très sympas, très sérieux. Reconnaissance des mots, des visages, des objets, des formes. Ils ont mis des couleurs différentes. Mais moi, je mets visage en premier, évidemment. Visage en premier, bien sûr. Alors, autre chose qui intervient dans la dyslexie et qui participe, qui l'aggrave, c'est la rythmomélodie orale fondatrice. C'est-à-dire que si tu négliges le temps et le débit de parole et la prosodie, tu es dans la merde. Autrement dit, le bassin, le berceau même de toute langue écrite, c'est la langue orale. Et toute langue orale, forcément, va nous amener à un rapport au temps et au débit. Donc, la vision, le temps, le débit et la prosodie. Alors, qu'est-ce que la prosodie ? C'est absolument essentiel, majeur. Ça m'énerve qu'ils mettent dans les lectures, dans les apprentissages de lecture, ça m'énerve toujours qu'ils mettent l'intonation à la fin. Ils font d'abord du déchiffrage, puis après ils disent bah, mets le ton. Non, on met le ton tout de suite. On met le ton tout de suite, évidemment. Puisque 1, 1. La langue, c'est rythmo-mélodie. C'est quoi? C'est du rythme. C'est de l'intensité. C'est de la fréquence, basse et haute fréquence, grave et aiguë. Et puis bien sûr, c'est de l'intonation. On habite une langue ou pas. Si tu n'habites pas ta langue, et si tu ne... Dans Allumer les cerveaux, là, le projet que je dirige, je fais essentiellement du rythme, du déplacement. On y reviendra, on y revient tout de suite. Du rythme, du déplacement, parce que la dyslexie est directement liée aux gestes, aux espaces primordiaux, motricité, latéralité. Gestes et espaces primordiaux. Si effectivement vous avez des gestes qui ne sont pas assez amplifiés, si vous avez une mobilité qui est d'emblée réduite de par les situations dans lesquelles vous vous trouvez, et ceci sans handicap, alors vous allez direct, tout droit, vers des troubles de la lecture et de l'écriture. Gestes et espaces non gérés, en sachant que le premier compas, c'est notre corps. Le premier stylo, c'est notre corps. Et on a d'abord un rapport au grand espace. Et que la feuille n'est jamais que la concentration d'un plus grand espace que l'on met effectivement sur un tout petit espace, que l'on projette sur un petit espace. Si vous n'avez pas d'aisance en ce qui concerne les déplacements, le rapport au grand espace, vous n'aurez pas un rapport productif avec l'écriture. Vous serez perdu. Si par ailleurs, vous avez aucune motricité ou une motricité faible, grande motricité ou petite motricité, vous allez droit dans le mur. Et si vous avez un rapport à la latéralité qui n'est pas bon, droite-gauche, gauche-droite, vous allez aussi direct dans le mur. Direct dans le mur. On voit tout ce qu'on peut négliger, tout ce à quoi participe en fait la dyslexie, puisque la dyslexie est au cœur du langage. Alors évidemment, la dyslexie va dépendre aussi, j'ai fait exprès de laisser cette petite faute de décalage et de frappe, participe directement à la dyslexie l'arbitraire de la langue. Et le tout, la faute au grammairien, puisque évidemment, on va être très clair, plus une langue s'éloigne des sons à entendre, plus une langue écrite s'éloigne des sons à entendre et à lire, plus
la gêne est importante, évidemment. Alors que là, et on a évidemment le vice même des grammairiens qui nous inventent des exceptions à la règle, et c'est une des langues, les Italiens sont moins troublés que les Français, ont moins de problèmes de dyslexie, absolument, que les Français. Et quant aux Chinois, étant donné qu'un certain nombre de lettres sont gestualisées, ils ont un tout petit peu moins de soucis, et quand ils ont des soucis, ce n'est pas au niveau de l'air visuel, mais c'est au niveau effectivement de tout ce qui peut être manuel, tout ce qui peut être, tout ce qui peut être manuel. Alors, voilà. Là, on vient aussi sur un thème majeur, qui est le temps, l'énergie, et le temps et l'empan. Alors, une personne dyslexique va passer beaucoup de temps, perdre beaucoup de temps, va énormément décoder, pas dit déconner, hein, décoder, et donc il va dégager une énorme perte d'énergie, et puis surtout, il n'aura pas d'empan. Alors, qu'est-ce que l'empan? Si vous voulez bien, voilà, c'est ça. L'empan, c'est exactement ce que vous avez mis. L'empan, c'est ça. Si vous voulez bien écarter la main, alors l'empan, c'est ça. Normalement, c'est une mesure entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire, absolument. Ça fait en général 20 cm et c'était une unité de mesure. C'était une unité de mesure. Et qui va intervenir, l'empan, dans la lecture. Si on refait un point sur les différentes distances concernant combien ça mesure, 1 pouce. Alors, en plus, on voit bien l'arbitraire des données de mesure d'autrefois, parce que 1 pouce est considéré comme faisant 2,56 cm, je crois, 56, oui, 2 cm, attends, le pouce, il est où le pouce? Tac, 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 le pouce 2,54, 2,54. Après, si tu prends l'empan, c'est 20 cm. Si tu prends la coudée, alors la coudée, c'est de l'extrémité des doigts là. Tu as 50, tu arrives à 52 cm,36. Et le pied, c'est 32,36. Mais on voit bien l'irrégularité en fonction femme, homme, enfant, etc. 32, tu choses du 32, tu rigoles. Voilà. Donc, j'insiste sur l'empan. L'empan en termes perceptifs et en termes de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est que l'empan typographique? C'est en fait le fait d'avoir une vision centrale, fovea, mais de faire jouer la vision périphérique. Et de faire jouer de façon significative ce qui est en vision périphérique. C'est-à-dire de faire une bonne sélection dans sa vision périphérique. Quand on va repartir tout à l'heure avec le brouillard, on a là, de toute façon, il ne va pas nous laisser le choix, puisqu'on va être en fovea, et le périphérique, on va faire que des choix dans le périphérique et des choix pertinents. Que se passe-t-il chez les enfants en difficulté ou les adultes en difficulté? C'est qu'ils ne font pas le tri sélectif dans la vision périphérique. Et surtout, ils n'anticipent pas. Qu'est-ce que c'est que l'empan? C'est l'anticipation. L'anticipation de lecture. Un des grands anticipateurs, c'était Descartes, qui savait anticiper énormément. Vous avez par exemple, pour des mots très très simples, c'est une fixation évidemment, mais par exemple, indéniablement, c'est 3 fixations, bien sûr, 3 fixations, mais tu passes très vite et surtout, tu ne restes pas au mot. En général, c'est le temps du déchiffrage que tu restes au mot. Et en général, tu es capable d'anticiper une ligne. Une ligne, minimum, voire même 2 lignes, une ligne qui va compter minimum entre 10 et 14 mots. On appelle mots aussi bien 2, etc. En général, dans la langue française, on va plutôt parler de caractères. Caractères plus que de mots. Mais, et dans une page moyenne de roman, tu as 30 lignes
tu as 30 à 34 lignes, ça te fait un rapport de 300, oui c'est ça, de 300, 340 à 420 mots par page. Voilà. D'accord? Alors, incontestablement, tous ceux qui ont des difficultés de lecture ont des difficultés d'empan et d'anticipation. Descartes faisait partie d'un des grands lecteurs. Vous avez des lecteurs qui sont, on y reviendra tout à l'heure. Ah bah si, ben voilà, là voilà. Ben c'est bien foutu, puisque là voilà, mon truc, c'est très bien foutu. Voilà. Il faut que je vous parle de fluence. Alors, qu'est-ce que la fluence? Alors, ils nous pondent des termes nouveaux régulièrement, comme ça, pour faire bien. Bon, alors, la fluence, c'est tout ce qui va indiquer l'aisance, la rapidité sans erreur et avec intonation. Voilà. Et avec plusieurs niveaux sur lesquels on peut revenir. Lecture de base, lecture active, lecture digitale, là je lis à l'envers, et lecture sélective. Lecture de base, on est en déchiffrage et en essai de compréhension. Voilà. Lecture active, c'est tout ce qui va effectivement générer le fait qu'on va souligner, surligner, aller à des endroits clés et répondre à des questions. Ça va être une lecture active. Tu as une lecture de type « je prends connaissance du texte ». C'est ce que je demande chaque fois aux étudiants en termes de résumé. Je fais d'abord un résumé fidèle, puis ensuite je coche effectivement les mots-clés et je peux répondre à des questions. Terme actif. Diagonale, c'est quand je vais davantage survoler pour avoir l'idée générale d'un texte. Et sélectif, c'est quand je retravaille de très près le texte et la question. En général, pour arriver à maîtriser un texte, il faut 3 approches. Ce n'est pas une seule approche qui peut convenir, c'est au minimum les 3. Et la lecture en diagonale, le survol pouvant apporter un certain nombre de points, mais voilà. Donc le mieux, c'est de mettre tout de suite un lecteur, sauf évidemment lecteur de l'Union qui ne demande pas grand-chose sur le plan cérébral, mais dès que tu as une activité de lecture importante à faire, ou significative, ou productrice de sens, il faut tout de suite se mettre en lecture de type actif, c'est-à-dire se mettre en lecteur actif, souligner, se poser les questions, etc. Enfin, voilà. Tout va dépendre en même temps de l'engrenage et du déroulage. Là, je suis la seule aussi pratiquement à en parler. C'est-à-dire, tout va dépendre de la prévisibilité d'un texte. Là, j'aurais pu vous mettre un texte pratiquement incompréhensible, dont vous auriez pu quand même éventuellement deviner l'intérieur des lettres. C'est un exercice classique que l'on fait régulièrement. Voilà. Quand effectivement, si je vous dis par exemple, ah ben, Cathy nous a accueillis dans la médiathèque de Mailly ce soir, malgré le brouillard, même si j'écris de façon incompréhensible à l'intérieur des mots, il suffit simplement que j'ai 1 ou 2 lettres d'amorce bonnes, et là vous arriverez à lire malgré tout en survol, puisqu'il y a une haute prévisibilité du fait que Cathy nous a attendus, non pas au virage, mais nous a accueillis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'engrenage. Quand vous avez un texte à haute prévisibilité, cet homme tout nu vient vers moi alors que je venais de me déshabiller. Voilà. Imagine la suite. Voilà. Et ensuite, il peut se brosser les dents, tu me diras. Mais voilà, on a à ce moment-là une haute prévisibilité, tu vois, de ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle l'engrenage. Pour ça que des romans sont quelquefois, ceux qui nous détendent sont extrêmement faciles à lire, parce que effectivement on pourrait les écrire à la place de l'auteur, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça leur fait énormément de pognon. Je veux dire, Mousseau, tout ça, même s'il remet des intrigues, si tu veux, bon voilà. Par contre, dès qu'on est en déroulage, c'est-à-dire dès qu'on a une écriture qui n'est pas liée à la prédictivité, qui n'est pas hautement prévisible, mais qui est technique, qui va créer comme des surprises et des rebonds, alors là, tu peux toujours te rhabiller, tu as intérêt à coller au texte un maximum. Voilà.
souvent les dyslexiques sont dans des compensations. Alors c'est dommage que ce soir, mais je salue les familles qui sont en difficulté, puisque je suis en contact avec plein de familles dont les enfants ont de gros soucis de ce côté-là. En général, les dyslexiques, les enfants dyslexiques et les adultes dyslexiques compensent notamment avec l'hémisphère droit, ils compensent avec l'audition. On a de très très bons résultats avec l'audition. Et puis ils donnent le change, c'est-à-dire que là, évidemment, ils bluffent aussi. C'est-à-dire que jusqu'au moment où ils sont pris la main dans le sac, où ils donnent le change, et notamment ce sont en général de bons orateurs. Donc ils n'ont pas forcément des problèmes de langage, des problèmes de dysphasie au départ. Je regarde l'heure pour ne pas abuser de votre temps. Vous allez bien? On est pratiquement à la moitié, on va terminer. Là. Alors, il convient de renforcer les... c'est ça. Alors, il nous cite très souvent des gens qui ont réussi, dyslexiques et qui ont réussi. Par exemple, vous avez Jobs, alors Léonard de Vinci. Alors, ils disent qu'il est dyslexique, mais il n'était pas tellement... il était tellement doué, le mec. Bon, c'est un faux dyslexique dans la mesure où il avait ce qu'on appelle une écriture en miroir, qu'on ne pouvait déchiffrer qu'avec un miroir. Et puis surtout, cette espèce de type absolument hallucinant, il était quand même droitier, et chaque matin, il dessinait avec sa main droite la main gauche. Et il s'obligeait de dessiner avec la main gauche sa main droite. Pour vous dire le type que c'était. Donc Jobs, par contre, on nous dit que voilà, les dyslexiques, en même temps, faisant appel à l'hémisphère droit, ils font appel à un peu plus d'espace cérébral que les autres lecteurs, et puis aussi gagnant en difficulté, ce sont des gens qui réussissent, notamment le PDG d'Apple. Renforcer les connexions, oui. Il convient de renforcer les connexions. Alors d'abord, avec beaucoup d'accompagnement, de suivi, alors des accompagnements divers et variés, vous les avez devinés, les orthophonistes sont au rendez-vous, les psychomotriciens, etc. Donc vous avez en général, pour un enfant dyslexique, vous avez au moins 5 professionnels qui sont mobilisés. Orthophonistes en tête, mais pas que, loin de là. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 professionnels. Ils font un suivi. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle, on va pas en parler, ça va fâcher, de l'inclusion en classe, avec à la fois l'autorisation pour les enfants dyslexiques d'utiliser un ordinateur pour faciliter un peu la tâche, et d'avoir un accompagnant en classe. Mais on ne peut pas toujours avoir ce type d'accompagnement à la fois humain, physique et matériel. Alors, sinon, vous avez effectivement des claviers. Des claviers de couleur, qui donc vont vous donner, vont coloriser les touches et qui vont permettre d'apporter une aide assez conséquente à la personne dyslexique. Vous avez aussi donc l'utilisation d'ordinateurs, on le permet aux dyslexiques, mais en même temps c'est une aide qui est un piège, puisque effectivement à partir du moment où ils sont sur le clavier, ils ne sont plus effectivement dans la calligraphie et dans l'écriture manuscrite. Donc c'est un faux ami. Vous avez des lunettes, Atoll, les opticiens qui sont optimalins, qui ont mis au point des lunettes connectées qui vont effectivement adapter votre champ visuel, qui est éventuellement au niveau périphérique, qui n'est pas suffisamment sélectif, et qui vont vous aider effectivement à sélectionner et à adapter en temps réel votre vue, même s'il n'y a pas de trouble de la vue, évidemment. Vous avez la musique, qui est un recours absolument excellent, remarquable, puisque vous avez à ce moment-là, vous retrouvez, si vous avez loupé la musicalité de la langue orale, alors faire de la musique vous permet effectivement d'identifier les fréquences, les hauteurs, de localiser sur une portée, etc. et avec des espacements qui peuvent vous aider après à la lecture. C'est absolument fondamental. Vous avez aussi des chercheurs, je ne vais pas tous vous les citer, ça se passe à la fois en Italie, ça se passe à Marseille, beaucoup à Lyon et beaucoup à Paris. Vous avez plusieurs chercheurs
qui viennent de mettre en évidence aussi les problèmes d'espacement. C'est-à-dire qu'ils vont, et ils vous proposent aussi des applis, alors ça s'appelle 10 spécial, etc. etc. Bon, vous les trouverez facilement, les applis pour 10. Et là, ils ont travaillé les espacements. C'est-à-dire il y a un espacement qui peut vous davantage convenir à votre dyslexie. Et en général, on va écarter, on va augmenter les espacements naturels des lettres. Voilà. On joue sur des espacements, c'est en cours de recherche, il y a des applis, et puis bien sûr, ne pas oublier la motricité, les déplacements, puisque notre corps, c'est le premier stylo, le premier compas, et puis bien sûr, l'oralité. À partir du moment où vous avez un mauvais rapport à la langue orale, que vous avez une langue orale pauvre, une syntaxe pauvre, et que vous avez un corps dont vous ne savez pas quoi faire, évidemment, vous allez droit au mur. Ne pas abandonner l'analytique et la logique. Ne pas l'abandonner parce que on pourrait imaginer que, on ne va pas reprendre le grand débat autour de la méthode globale et analytique, on pourrait imaginer que visualiser un mot dans sa globalité pourrait suffire et convenir davantage aux dyslexiques. Pas du tout. La langue écrite, c'est un rapport analytique, brique par brique. Hein. Alors après, on fait maintenant des maisons en carton, brique par brique, élément par élément, et ensuite, tu passes à la synthèse. Mais en aucun cas, on peut négliger la case départ, la case lettre et la case syllabe. Ça n'est pas possible, et tu vas, là encore, droit directement au mur. Ne pas négliger l'analytique, le basique, B, A, bas, voilà. P, A, pas, etc., etc., etc. Et après, voilà. Puisque si on n'a pas seulement les grands désastres de la méthode globale, mais si tu ne vas que assimiler, quand je vous disais tout à l'heure qu'on peut reconnaître un texte même quand l'intérieur des mots devient illisible, c'est qu'on a une grande habitude de la lecture et qu'après, on peut facilement anticiper. Mais si d'emblée, tu mets tous les trucs qui commencent par bâche, bague, bagage, barrage, machin, truc, clac. Après la lecture, tu vas absolument les confondre, surtout si tu es apprenant lecteur, évidemment. Et la logique. Si par exemple on dit le soleil est en train de se coucher, on ne va pas philosopher pendant 3 heures sur qu'est-ce que le soleil en tant qu'astre. On va faire travailler l'analytique de la langue, la sémantique, et on va faire travailler aussi la logique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire le soleil? Il va se coucher. Car ce qui se passe dans la dyslexie, c'est qu'étant donné que tu n'identifies pas les sons et le sens, que tu n'as pas de conceptualisation par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu lis, il est fondamental de retrouver du sens, de retrouver de la logique. C'est cette logique-là, ce raisonnement-là, qui va te permettre de retrouver le mot. Vous avez pigé? Alors, si on dit, ah ben c'est quoi le soleil? Il brille, machin, parle-moi du soleil. Non, non. Le soleil va se coucher, on est à quelle heure? Il va se coucher, donc on est le soir. Ne pas abandonner, évidemment, l'écriture manuscrite. Alors là, si l'ordinateur, j'ai 2 ou 3 petits doudous qui sont actuellement aidés en CM2 et en 6e avec des ordinateurs, ils peuvent aller en classe avec des ordis, mais surtout ne pas abandonner. Si tu ne fais que du clavier, tu es mort. C'est clair. Puisque prendre, c'est comprendre, évidemment, et que là, je travaille beaucoup avec les enfants, la gestuelle, on fait des lettres avec nos corps, avec nos bras, etc., etc., etc. Si tu ne fais pas cela, tu es perdu. D'abord le grand espace, ton corps, puis ensuite la feuille. Mais si tu passes d'un langage pauvre ou expédié à la feuille à lire et à déchiffrer ou à écrire, tu es foutu. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de passer l'IRM direct, tu vois bien que... Et là, tu loupes l'homonculus. L'homonculus aime les pleins et les déliés. Le corps du texte, c'est avant tout notre corps. Alors l'homonculus, je l'avais... Vous savez ce que c'est que l'homonculus? C'est le petit homme. C'est un petit... Ça veut dire petit homme. Alors je l'avais plus. Le petit homme. Si, il va être là. Regardez, l'homonculus. Voilà.
L'homonculus, t'as vu mon homonculus? Alors, l'homonculus, c'est l'homme de Penfield. C'est ce monsieur canadien, dans les années 50-60, qui a effectivement mis en évidence les projections sensorielles et motrices à l'intérieur de notre cerveau. Donc, c'est absolument fondamental. Espacer les lettres, c'est Ziegler, hein, si vous êtes intéressé. L'application, c'est par Dufaux, qui s'appelle, sur Apple Store. Voilà. Donc, vous avez là les projections des aires motrices et sensorielles en fonction de l'importance qu'elles occupent dans notre cerveau. Et figurez-vous que ce sont des projections qu'on appelle somatosensorielles, c'est-à-dire qui vont à la fois représenter nos sensations interoceptives, c'est-à-dire organiques. Tout commence par l'organique, l'interoceptif, l'intérieur. Donc si tu sens pas bien ton intérieur, tu écriras mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu liras mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'extéroceptif, c'est tout ce qui est lié aux organes des sens de la distance, la vue et l'ouïe. Là, pareil, tu as des déficits où tu ne regardes pas bien, où tu négliges ton audition. Évidemment, là, ça n'ira pas. Proprioceptif, c'est tout ce qui va consister à nous indiquer les positions de notre corps, au repos ou en mouvement. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Et puis, tout ce qui est synesthésique, c'est-à-dire l'impression générale de bien-être ou de mal-être. Vous voyez un peu ce que c'est que d'avoir un corps. Avant d'être dans le corps du texte, ben oui, le texte c'est d'abord un corps, avant d'être le corps du texte. Et j'ajoute qu'il n'y a pas seulement 5 organes des sens, mais il y en a 7. Il y a les 5 que vous connaissez, mais j'en rajoute 2. Je rajoute le vestibule, le sens de l'équilibre et du mouvement, et puis la douleur, qui est aussi un sens à part entière. Et puis le tout va nous donner la synesthésie, c'est-à-dire la sensation d'être bien ou pas bien. Ça n'a rien à voir avec le mental, hein. C'est simplement quelque chose qui vient du fort intérieur et de la globalité de nos sensations. Alors, la dyslexie, c'est avec ou sans dysphasie. En général, il n'y a pas de dysphasie, c'est-à-dire que l'enfant dyslexique ou l'adulte dyslexique est une personne qui a éventuellement bien parlé, qui n'a pas de trouble de l'oralité, donc tu n'es pas obligé de tout cumuler, hein, d'avoir des troubles associés. Et la dysphasie, alors sur laquelle je vais passer rapidement, parce que la dyslexie c'est déjà un très gros morceau, et tous les autres c'est aussi énorme. En quoi ça consiste? Ça consiste à, normalement quand on parle, quand on accède à la parole, on comprend et on s'exprime. On comprend d'abord, on est d'abord ce qu'on appelle locuteur passif avant d'être locuteur actif. C'est-à-dire que les bébés en phase pré-linguistique, en phase pré-langage, pendant 1 an, 2 ans, vous êtes locuteur passif avant de, je dis toujours, avant de répondre, avant de prendre la parole. Il y a cet exemple d'un enfant que j'ai connu qui était dans l'audimutité, alors sans trouble de l'audition du machin, il ne parlait pas jusqu'à l'âge de 5 ans, pas un mot, rien, pas de pré-langage, pas un mot, rien. Et une maman mais si je rentre dans les exemples, dans les anecdotes, on va se fixer que là-dessus. Mais voilà, elle le couvait. Les coussins, c'était le petit dernier, c'était le petit, voilà, en fait, il sortait pas du nid, quoi. Jusqu'au jour, et je fais vite, jusqu'au jour où elle lui a parlé, d'où le miracle, quand même, à un moment donné, de la psychanalyse et du langage, là pour le coup, du langage qui utilise le langage pour parler du langage. Et un jour, elle me dit, pensez que ça va marcher? Je lui dis, vous lui dites que vous l'aimerez tout autant s'il parle et qu'il est grand et que vous avez voulu le maintenir bébé. Et il a parlé. Et non seulement il a parlé, mais il lui a lu, quand ils ont été se balader, il lui a lu toutes les enseignes dans les rues, les gros titres et tout ça. Et elle s'est pratiquement évanouie. C'est-à-dire que le gamin, bien sûr, faisait le bébé. Voilà.
Alors, ça c'est une histoire parmi tant d'autres, hein, elles ne sont pas toutes... voilà. Et il faut savoir que la dysphasie, elle est phonologique, elle est réceptrice, elle est émettrice, elle est mnésique et elle est sémantique. Elle peut être tout ça à la fois. Bien sûr, au départ, encore une question de son. Le langage oral, c'est du son, du temps, de l'intonation. Réceptrice, évidemment, vous avez à ce moment-là l'aire de Wernicke qui est mobilisée pour comprendre le langage. Émettrice, c'est l'aire de Broca. Et mnésique, c'est la capacité à se souvenir. Donc vous avez évidemment des troubles qui peuvent être des troubles associés. Et sémantique, c'est tout ce qui est l'agencement grammatical. Voilà. Bah oui, il faut sortir, quand on aide un enfant dysphasique, on le sort du mot-phrase, parce qu'en général, il est dans le mot-phrase, promener, machin, donc on a plein de stratégies très bien foutues avec des gens, des aidants tout à fait opérationnels. C'est pas parce que tu parles beaucoup que tu vas empêcher un enfant de parler. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais par contre, il faut créer le besoin de la parole et il faut effectivement engager là de l'interaction. Il faut sortir du mot-phrase, sortir, voilà, alors, tu veux faire quoi, etc. Et non pas faire un choix multiple avec un enfant qui répond oui ou non, mais l'amener quand même à s'exprimer sur ce qu'il veut faire. Sortir aussi du silence, j'en avais parlé lors de conférences précédentes, le silence, vous avez des mutismes sélectifs et des mutismes excluants. C'est-à-dire là, pareil, dans des contextes familiaux éventuellement surprotecteurs et des syndromes de la cabane, vous avez des gens, et renforcés par le Covid, vous avez des enfants ou des adultes, enfin des jeunes adultes qui ne parlent jamais en extérieur. Ils ne parlent que chez eux, ou chez eux, ils ne parlent qu'à certains interlocuteurs et pas d'autres. C'est impressionnant, hein, très impressionnant. C'est un mutisme d'opposition et c'est un mutisme aussi de régression. C'est-à-dire que là, où on fait fondamentalement le bébé que la mère a voulu, mais on le fait de façon inquiétante et bien sûr agressive, puisque vous avez des agressions muettes, c'est le cas de le dire, des violences muettes. Je rappelle que le pré-langage est absolument essentiel, que si effectivement on loupe le pré-langage, on loupe beaucoup de choses, puisque normalement, à la fin de la première année, on est dans la vocalisation, c'est-à-dire pratiquement un phrasé, auquel il ne manque plus que les mots, prosodie. Et puis le non-verbal est absolument essentiel comme geste d'appui. Le non-verbal est à utiliser, non pas pour remplacer la parole, mais en geste d'appui. Et puis le chant de la langue, forcément, le chant de la langue élargit son champ. Chanter le plus possible, articuler le plus possible, donner le plus possible l'intonation à ce que vous êtes en train de dire, vivez ce que vous dites, et vous direz ce que vous vivez. Ça c'est fondamental, il faut vivre, habiter la langue. Ne pas habiter la langue nous permet d'aller là encore droit au but. Alors, dyslexie et les dys, cause ou conséquence? Et ou conséquence? Si on n'a pas fait un diagnostic, si on n'a pas la chance d'avoir les recours tout à fait indispensables et les investigations, et je vous garantis que ça ne fait pas partie de la priorité de la neuropédiatrie et des neurologues en général, ça c'est clair, c'est pas prioritaire du tout, mais on a une déferlante. Si je fais cette conférence, c'est parce qu'on a une véritable déferlante, c'est un raz-de-marée, c'est pratiquement... Oui, là, je vous ai dit, on est à 10%, ce qui est considérable. On va être pratiquement à 4 millions à 5 millions d'enfants concernés. Enfin, concernés, des vrais ou des faux, mais peu importe, ils sont dans la merde de toute façon. Donc, il ne faut pas négliger les compétences socles. Voilà. Et les compétences socles, c'est s'adresser à l'autre, c'est la coopération, c'est offrir, reprendre, donner, etc. Voilà, c'est regarder, proto-regard, regarder, le regard fondamental, l'échange. Et puis, pour moi, je considère que si on n'a pas fait un diagnostic sérieux autour de la dyslexie, j'estime que les troubles associés ne sont pas des troubles associés, ce sont des troubles racines qui sont liés à tout ce que je viens de dire précédemment, sur le visage, la relation, voilà.
Et effectivement, ce qui aggrave une vraie ou une fausse dyslexie, ou en tout cas à origine neurologique, neurocognitive ou sans origine neurocognitive, avec des parents angoissés, stressés, pressés, qui ne parlent pas suffisamment, etc., 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 etc. On est dans une société de consolation autant que de consommation, c'est-à-dire une société de la plainte, avec aussi une consolation et une consommation immédiate, c'est-à-dire une tolérance à l'obstacle moindre. Vous pensez bien qu'un dyslexique ou une dyslexique ne va pas forcément, va s'enfoncer dans l'échec, ne va pas forcément persister et va se décourager, va se démotiver, d'autant qu'on est dans un contexte où la flamme est remplacée par la flemme actuellement. Tolérance moindre à l'obstacle et la flamme s'est éteinte au profit de la flemme et au profit de chill. En anglais, on parle de chiller, c'est-à-dire de prendre du bon temps, de travailler moins pour davantage prendre du plaisir, non seulement consommer moins, mais avoir une sobriété effectivement heureuse, aller à contre-courant dans un mouvement qui n'est pas politique, mais qui serait de la décroissance, et surtout pensant davantage à ces RTT, ce temps qu'on peut se donner à soi et pour se faire du bien, plus qu'aux autres. Ça, c'est absolument évident. Se rajoute à cela le syndrome de la cabane, c'est-à-dire je ne veux pas sortir de chez moi, surtout quand il y a du brouillard, rien n'est meilleur que chez moi, ma maison, etc. Et hors de la cabane, tout est dangereux. Et puis le syndrome de l'imposteur, puisque tout dyslexique se sent en échec, minable, sans cette personne sent qu'elle n'a pas sa place, qu'elle va l'usurper. Et puis cette personne est démotivée parce qu'elle passe beaucoup d'énergie pour peu de productivité. La personne dyslexique peut procéder à l'auto-sabotage. Alors l'auto-sabotage avec les pressions externes qui l'attendent, à savoir la famille, l'école, etc., les programmes, les années scolaires, enfin tout ce que vous voyez, les pressions internes, un conflit interne extrêmement important, et puis l'installation, la pression forcément génère de la dépression et génère de l'installation. Et une installation qui est beaucoup plus confortable qu'on imagine, puisqu'on va y trouver les bénéfices secondaires. En sachant que si on voit le rapport échec et chance, on peut se dire que c'est dommage de rester dans l'échec, puisqu'on loupe les chances de réussir. Mais si on regarde de près, on voit bien que quelquefois, on préfère être dans les inconforts de l'échec, puisque la réussite n'est pas confortable non plus. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Est-ce que c'est clair? Vous avez des gens qui préfèrent rester déprimés, ayant peur du bonheur, de peur qu'ils se sauvent, de peur d'être heureux. Et puis, vous avez des bénéfices secondaires malgré la souffrance, c'est-à-dire l'auto-sabotage. On parle beaucoup, nous, d'auto-sabotage. Ça fait du mal. On se donne du mal à se faire du mal, à s'installer dans le mal, mais on a du plaisir à être aussi dans ce rapport-là, en disant je ne peux pas tomber éventuellement plus bas. Et accéder à du plus haut peut être anxiogène, puisque je vous rappelle que tous les gens qui sont au sommet de la réussite sont des grands angoissés, puisque comment faire pour rester le premier ou la première si j'ai décidé effectivement d'une réussite personnelle ou sociale. Donc vous avez l'inconfort dans les deux cas. À la limite, c'est plus confortable d'être dans l'échec et d'être étiqueté, bon moi je suis dyslexique, je suis dyspraxique, et d'avancer des excuses plus que les moyens à développer les talents. Et je ne suis pas là pour minimiser, vous avez vu tout le temps que j'ai passé quand même pour expliquer le diagnostic autour d'une dyslexie qui peut être effectivement plus que gênante. Et puis, bien sûr, Confucius est parmi nous, là, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Voilà. Donc à nous. Merci. Ah oui, alors les applaudissements ne sont pas sont nourris
sont nourris, mais il y a du brouillard. Et voilà, et ça aurait été mieux s'il y avait du soleil, mais il fait nuit et il y a du brouillard. Et on a quelques courageux et courageuses, enfin courageuses et courageux qui sont venus ce soir. À bientôt! Merci.